Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors au moment où j'enregistre, nous sommes à la 5e semaine du confinement et je reçois donc à distance un professionnel dans tous les domaines que je vais citer ici. Car il est humoriste, il est comédien, il est metteur en scène, il est musicien et chroniqueur radio. C'est Étienne Serre. Bonjour Étienne, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Comment tu vis cette période de confinement? Honnêtement, je déteste cette période de confinement. Mais voilà, on n'a pas le choix, donc on fait aller. Est-ce que tu es dans des bonnes conditions pour vivre ce confinement? Oui, super. Attends, je suis hyper privilégié. J'ai un statut d'artiste, je continue mes chroniques à la radio, donc j'ai un salaire. Je vis dans un chouette appartement. Je suis confiné à moitié chez moi et je vais de temps en temps chez ma copine, donc voilà, tout va bien. Ok. Mais donc, qu'est-ce qui fait que tu n'apprécies pas du tout cette période? Mais c'est parce que moi, je suis un nomade, j'aime bien bouger, j'aime bien voyager, j'aime bien être en tournée, j'aime bien être sur scène. Donc, rester à Bruxelles, ça me rend dingue. Et j'ai entendu que tu en profitais pour composer la musique complète de ton spectacle. Oui, tout à fait. J'ai mon petit studio de musique là-bas derrière. J'ai plein d'instruments et je travaille parce que donc mon spectacle il s'appelle Mauvais Choix. J'imagine qu'on en parlera plus tard. Ça parle de ma vie et de ma vie de musicien aussi. Et en fait, avec ma boîte de diff française, on s'est dit après réflexion qu'il fallait que toute la musique qui soit dans le spectacle soit créée et composée par moi. Ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à quelques mois, enfin quelques semaines, je dirais. Et voilà, ça y est, avec le confinement, j'ai tout composé. Ah, génial. Est-ce que tu arrives dans cette période de confinement à être productif et à écrire de l'humour ou c'est difficile? C'est difficile et pas... Enfin, en fait, on vit rien. J'en parlais avec un ami là au téléphone, PE. Que tu dois bien voir. Je vois très bien. Voilà. Ouais, on vit rien, quoi. Enfin, si, on vit tous la même chose. On est confinés, on va faire nos courses. Quand on se balade dehors, les gens te croisent et on a l'impression d'être des pestiférés. Enfin, tu sais, on est un peu tous dans le même truc. Donc, pour des chroniques radio, c'est super parce que comme on partage tous la même chose, je dois pas chercher de thème. On vit. Donc, je parle du quotidien et le quotidien, je pense que pour des chroniques, c'est chouette. Pour du stand-up et être un peu original pour un spectacle, je pense pas que ça sera très intéressant. Enfin, pour ma part, il y a toujours moyen de trouver, mais tout le monde va faire des vannes sur le confinement, tout le monde va faire des vannes là-dessus et ça va être relou, quoi. Ça va être un vrai cauchemar. J'ai essayé, comme toi, d'écrire des chroniques et je me suis dit, je vais faire sur un autre sujet, j'en ai marre du coronavirus, je vais parler d'autre chose et absolument impossible, je ne pense qu'à ça. Enfin, tout passe par ce prisme-là du confinement et du coup, j'en ai fait 2 sur le confinement, j'en ai fait un sur l'après-confinement et un sur le pendant. Oui, mais c'est ça. Mais voilà, je pense que c'est compliqué. Je pense que n'importe quel auteur, il écrit par rapport à lui. C'est d'une manière ou d'une autre. Et ceux qui le font pas généralement sont des moins bons auteurs, mais c'est sûr que c'est anxiogène tout ce qu'on vit. Donc il faut faire avec, quoi. Mais du coup voilà, moi je te cache pas, je me la joue à la cool. Je prends du temps pour composer des trucs. J'écris 2 chroniques par semaine pour la radio et je travaille de la musique. Là, j'ai encore le Yoku à côté de moi ici. Je travaille mes gammes, je travaille des trucs. Donc voilà, je chill entre guillemets et je prends du poids, quoi. Putain, ça me rend dingue. Tu prends du poids? Moi, je suis la seule personne à mon avis qui arrive à en perdre parce que je gère juste le moment où je fais les courses et comme ça, après, j'ai rien à la maison et je ne sors pas. Du coup, je gère trop mon alimentation pour le moment. C'est mon point positif du confinement pour moi. Ah, ça c'est plutôt cool. Moi je vais pas te mentir, je fais les courses pour mes parents, ils m'appellent tous les 3 jours parce que je pense qu'ils font que bouffer, parce que c'est le seul plaisir qui leur reste. Je passe ma vie dans les magasins, alors c'est vraiment pas bien, mais bon, je prends des précautions. Je suis devenu un geek de la désinfection, quoi. Mais alors ce qui est bien, c'est que dans ce podcast, c'est qu'on va plus parler du confinement pour le moment. On va remonter le temps avec toi. Et la première question que j'aime bien poser, c'est de savoir comment tu étais quand tu étais petit. Est-ce que tu étais déjà le comique par excellence, que tu faisais rire la classe, ton voisin ou pas du tout? J'ai une mémoire vraiment assez chaotique, c'est fou, mais alors je me rappelle évidemment quand j'étais petit, mais je pense que j'étais turbulent, j'aimais pas l'école, j'ai jamais aimé ça. Et du coup, dès que j'avais la possibilité de ne pas être à l'école, j'y allais pas en fait. Donc je parle pas de quand j'étais enfant, les primaires, j'ai fait mes primaires comme tout le monde, plus ou moins correctement. Ça a été déjà un peu compliqué, j'ai eu du mal à trouver une école secondaire, je vais pas te mentir. En école secondaire, j'ai commencé à faire du théâtre et de la musique vers
14 ans, pas décroché quoi, j'ai plus fait que ça. Donc je me rappelle, j'avais participé à des rencontres internationales de jeunes artistes et c'est des trucs pas spécialement qui m'allumaient plus que ça. Enfin, c'était cool, mais c'était surtout que j'avais des autorisations légales pour pas aller à l'école en fait. Trop bien. Donc c'était un truc qui s'appelait Faut que ça bouge avec le Bureau international de la jeunesse. Je pense que ça existe encore. Le Bureau international de la jeunesse existe encore et j'ai collaboré avec eux très longtemps. Enfin, ils m'ont aidé, donné des bourses et tout ça. Mais à ce moment-là, ouais, il y avait ce projet qui s'appelait Faut que ça bouge et du coup j'allais pas à l'école et j'allais là-bas. Ok, t'avais déjà trouvé les combines pour ne plus suivre les cours. Ouais, c'est ça. Et vivre de ton voilà. art. Trop bien. Entre guillemets, ouais. Donc t'étais déjà à faire des blagues ou... Ouais, je pense que j'ai toujours aimé déconner, j'ai toujours aimé rigoler, voilà. Le stand-up à part entière, je connaissais pas encore. Je sais que mon premier spectacle de ma vie, j'avais 8 ans, je pense, et c'était à la salle Molière, Porte de Namur, et c'était un humoriste français qui s'appelle Gustave Parking, à moitié philosophe, à moitié humoriste, on va dire. Et j'avais adoré. Je sais que je suis sorti de son spectacle et à l'intérieur, enfin, je me suis dit, plus tard, je veux faire ça. Mais avec cette pudeur que j'ai toujours eue, je pense à des moments de dire, il faut pas que je le dise parce que si je le dis, ça se réalisera pas. Ok, tu l'as gardé pour toi. J'ai gardé ça pour moi, pas très longtemps. Hein. Je veux dire, c'était à 8 ans. Je pense qu'à 14 ans, je commençais les cours de théâtre et à 18 ans, j'étais rentré au Conservatoire supérieur de Bruxelles de théâtre. Donc, tu sais, je veux dire, les choses vont vite, quoi. Mais qu'est-ce qui te plaisait quand t'as vu cet humoriste sur scène? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ça m'attire, ça me donne envie, j'ai envie de faire ce qu'il fait. Ça a l'air d'être le... Enfin, moi, la vision que j'avais quand j'étais plus jeune, que je voyais des humoristes, je me disais, c'est le meilleur métier du monde, il faut que je fasse ça. Ah ouais, non, je pense que j'étais déjà égocentrique à l'époque et que je me disais oh putain il est tout seul sur scène c'est cool, faire marrer les gens c'est cool. Mais non, écoute, c'est il y a presque 30 piges, hein, donc c'est il y a 28 ans exactement que ouais, je suis On a plus 20 sourire, je ne suis plus tout frais, non, c'est clair. Écoute, j'ai des souvenirs, j'ai des images assez dingues d'un spectacle un peu surréaliste, un peu starbé et voilà, je pense que j'aimais bien l'idée qu'on l'écoute, qu'on le regarde et qu'on partage un moment avec quelqu'un que tu connais pas comme ça et puis que c'était fini quoi. Enfin, je sais pas, c'est lointain, mais je sais que c'est ça l'élément déclencheur. Ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Après, donc, tu nous as dit, mais t'avais déjà commencé la musique, t'avais commencé à 6 ans, si mes recherches sont bonnes. Ouais, c'est vrai. T'avais commencé avec le saxophone? Ouais, je sais pas où t'es allé chercher ça, mais c'est vrai, ouais. Ah, mais j'ai été voir quelques petites interviews, des trucs ainsi. J'ai fait mes petites recherches. Bah écoute, ouais, j'ai commencé avec le saxophone. Te dire, ça s'est pas super bien passé avec mon prof. Non? Non, pas du tout, c'était un trou de cul fini. On ce qui est bien, l'embrasse. c'est que on l'embrasse. Je tairai son nom, mais il est toujours musicien professionnel et c'est amusant parce que 30 ans plus tard, j'ai pas changé d'avis. Mais voilà, ouais, ça s'est pas super bien passé avec ce gars-là. Je pense qu'il fallait être une blonde à forte poitrine pour faire partie de ses élèves. Et j'étais un petit garçon un peu turbulent qui n'en faisait qu'à sa tête, donc. C'est sûrement avec le même prof que tu faisais du solfège et que tu séchais les cours? Non, c'est d'autres profs. Non, j'étais une plaie. Non, moi j'étais infernal. Hein. Moi j'ai fugué à 6 ans. Il me déposait. En fait, il me déposait. Tu me demandais comment j'étais à l'école, mais j'étais comme ce que je vais te raconter là maintenant. Il me déposait à l'académie de solfège. Je rentrais. J'avais une vieille prof. Elle était. Je l'aimais pas quoi. Et quand j'aime pas, moi ça sert à rien d'essayer de me faire faire quelque chose que j'ai pas envie quoi. Je la détestais cette prof. Et donc en fait il me déposait devant l'académie. Je rentrais. Puis je ressortais, j'allais me planquer dans le petit parc devant et j'attendais 1 heure. Et quand mes parents revenaient, je ressortais quoi et j'allais dans la voiture. Donc j'avais 6 ans, tu vois. Donc ouais, j'étais un peu une tête brûlée quoi. Ok, ben on salue tes parents qui ont eu beaucoup de courage apparemment. Ah purée, t'imagines même pas. Après, au niveau musique, t'as commencé les percussions après? À 15 ans, t'es parti au Maroc? Ouais. Ou au Sénégal, je sais plus dans quel ordre. J'ai fait d'abord le Maroc, 14-15 ans, ouais, c'est ça. À ce moment-là, j'ai plus arrêté. C'est-à-dire que là, je suis revenu et j'ai commencé... c'est ma sœur aînée qui m'a inscrit à un cours de musique. J'ai pris très vite 2 heures, puis 4 heures, puis 12 heures de cours par semaine et j'ai plus arrêté. Et est-ce qu'à ce moment-là, la musique, c'était vraiment toute ta vie ou tu commençais déjà à t'intéresser à tout ce qui est théâtre, les autres arts, les humoristes que tu regardais à ce moment-là ou musique? C'est ce que c'est arrivé plus tard l'humour. C'est-à-dire que à l'époque il y avait pas le milieu de l'humour
qui est en train de naître et d'exploser en Belgique petit à petit, là maintenant. Là, on est il y a plus de 15 ans, disons 20 ans. Donc non, je regardais pas beaucoup d'humour, ni en film. Il y avait du théâtre dans ma vie, il y avait le théâtre et la musique. En fait, vers mes 14-15 ans, j'ai commencé vraiment à faire du théâtre et de la musique tout le temps. Après, tu as fait le conservatoire de Bruxelles. C'est ça, en théâtre. Et est-ce que tu avais un peu ce que ressentent souvent les humoristes avec qui j'ai pu discuter, qui ont fait du théâtre, c'est de reprocher au théâtre d'être un peu trop figé, tu te sens pas libre, ou alors non, toi tu aimais le théâtre comme il est? Non, pas du tout. Je pense en fait, c'est deux milieux qui se connaissent pas. C'est deux milieux qui se méprisent. C'est deux milieux qui parlent de l'autre très maladroitement. Alors j'ai la chance d'avoir été dans les deux, vraiment. J'ai joué au théâtre pendant près de 10 ans et j'ai fait du jeune public, j'ai fait du spectacle de théâtre contemporain, j'ai fait de la comédie musicale. J'ai joué plus de 250 fois par an au théâtre pendant 7 à 8 ans. J'ai joué dans 7 ou 8 pays, plusieurs langues différentes. Donc ça c'est pas pour me la raconter, on s'en fout en fait dans le fond, mais c'est pour dire que j'ai pu partager une certaine expérience dans ce milieu-là. Et je pense que oui, il y a surtout de la méconnaissance, et c'est très dommage, mais c'est comme ça partout, hein, c'est très dommage qu'il y ait cette confrontation et cette relation un peu de manque de savoir en fait, de manque de connaissance sur l'autre, et voilà, c'est une sorte de racisme entre arts, et c'est très dommage, c'est très dommage. Mais du coup non, moi j'aimais bien le théâtre, je pense pas qu'il est figé, que du contraire, c'est un art très libre. Je pense pas que ce soit un art juste pour de la bourgeoisie ou juste pour les vieux cons. Je pense qu'il y a un théâtre de recherche, je pense que c'est hyper important. C'est justement un des rares milieux où on questionne encore la société, mais sans parce que c'est bien de vouloir rire, de se marrer, d'avoir un propos derrière des vannes. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Le rire est une émotion, donc l'humoriste va travailler souvent sur une émotion, le rire, celle-là, c'est son objectif. C'est extrêmement difficile. Le théâtre et l'humoriste aussi peut le faire, mais le théâtre a cette tendance à pouvoir exploiter d'autres et travailler sur d'autres champs d'émotions. Donc voilà, et c'est pas le même travail. Par contre, les objectifs ou dénoncer des trucs, ça peut être fait par l'un ou par l'autre, quoi. Mais non, moi je ne me sentais pas du tout, cloisonné dans quelque chose. Après, j'avais besoin, moi, pour mon plaisir, à moi, après 10 ans intenses, de faire mon projet. Moi, c'était plus ça. C'était plutôt écrire le texte, écrire. Effectivement, dans mes personnalités, moi, ce que je voulais, c'est que j'avais envie de rigoler, quoi. J'avais envie de me marrer. Mais coupe-moi, parce que sinon, je fais des monologues interminables. C'est chiant pour les gens. Non, c'est pas chiant du tout. Moi, ça m'intéresse vraiment. Généralement, quand je coupe des trucs dans le podcast, c'est quand moi, je dis des trucs qui ne servent à rien, mais je te laisse parler. Tant que je trouve ça intéressant. Mais je sais qu'avec toi, je risque d'avoir 1 heure où tu parles, et en fait, après ma deuxième question. Ouais, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis coupe-moi, parce que je suis chiant, je le sais, tu vois. Mais non, franchement, moi, je trouve ça intéressant. Mais tu avais aussi fait un premier seul en scène, qui, tu vas me dire, c'était plus un monologue de théâtre, qui s'appelait, je te laisse le dire. Ah, c'est dégueulasse, c'est vache toujours. Hein. L'effet de cercle. L'effet de cercle, ouais. C'est à l'époque où je ne savais pas que les jeux de mots c'était dégueulasse. Ça l'est devenu, mais c'était à la mode. Ouais, disons ça. Ouais. Donc j'ai écrit ce premier spectacle. En fait, c'était une commande au départ du centre culturel de Cours-Saint-Étienne au départ, quelque chose comme ça. Ils sont venus, ils m'ont demandé d'écrire un 15 minutes. Une pièce, genre théâtre-action, tu sais, que tu vas jouer dans des écoles pendant 15 minutes, et puis tu as un débat avec éventuellement un politicien, avec un journaliste, etc. etc. Demandé d'écrire un 15 minutes pour des jeunes adultes de 18 ans, avec pour thème l'action d'aller voter. Au lieu d'écrire 15 minutes, j'ai écrit 1h15. Bon, oui, et je me suis dit, parce qu'on avait un théâtre qui était prêté, les gens qui ont fait la commande et tout ça... sont venus, il y avait une vingtaine de personnes, je me rappelle très bien, et j'ai dit oui, c'est un peu plus long que prévu, ça va durer 1h15. Et là, t'aurais dû voir leur tête, et ils ont vu le spectacle et ils ont dit ok, on change rien, on adore l'idée, mais au lieu d'un débat, ça sera un spectacle vraiment, et qui tournera dans les centres culturels et dans les écoles. Et du coup, j'ai joué ce spectacle pas mal de fois et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et là, on était dans du one man, quoi. Il y avait 25 personnages, mais j'étais tout seul sur scène et avec de l'humour noir, mais on est très loin de ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est ce que j'étais à 25 ans et c'était très chouette.
Ok, mais donc tu as pris goût au fait d'être seul sur scène, de créer ton truc personnel Ouais. et tout ça, quoi. Exactement. Comment le stand-up est arrivé dans ta vie? Parce que pour le moment, on n'y est pas. On n'y Tu est me pas dis du tout en fait. Tu n'en regardais pas beaucoup, tu n'en voyais pas beaucoup. Ouais. J'ai fait pas mal de théâtre avec une compagnie jeune public, La Guimbarde, et on a tourné énormément. Donc en France, en Espagne, en Hollande, en Suisse, on a vraiment bougé beaucoup. Et à Paris, on a travaillé pendant 1 mois dans un théâtre. Et là, ça a été formidable. On est allé, dès qu'on avait des jours off, on allait voir des spectacles et j'ai été voir Dieudonné. Ok. À l'époque Et, où c'était encore bien de dire que j'étais voir Oui, des oui, données. tout à fait. À l'époque où c'était encore bien, et on n'ira pas plus loin dans le débat parce que ça me casse les couilles, mais Je suis d'accord. mais du coup, j'ai été le voir à la Main d'Or. J'étais au premier rang et j'ai pleuré de rire parce que c'était à mourir de rire. Ces spectacles étaient dingues à l'époque. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à en voir plein. Donc, c'est amusant parce que là, je suis vraiment rentré de nouveau là-dedans avec Dieudo. Et puis, j'ai redécouvert les autres. Puis Gad, j'ai découvert Gad. Et puis, il y en a que j'aimais pas du tout. À l'époque, j'aimais pas du tout Franck Dubosc. Et pourtant, actuellement, au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est un des gars qui bosse le plus, en fait. Il bosse comme un fou sur ses textes. Voilà, c'est mes opinions, en tout cas. J'ai découvert ça, et puis après le premier spectacle là, de mes 25 ans, l'effet de cercle, je me suis posé la question, je me suis dit, ah putain, je ferais bien une carrière là-dedans. Et puis, je me suis dit, j'ai tourné 1 ou 2 ans avec l'effet de cercle, et puis avec encore des spectacles de théâtre, et puis j'ai tout arrêté. Je me suis dit, bah, je vais écrire mon 2e spectacle. À partir du moment où j'ai tout arrêté, j'ai eu une grosse panique. Et la semaine d'après, je faisais 3 auditions. Un truc pour une comédie musicale, un pour un projet musical et un projet de théâtre. Et j'ai été pris pour les 3. Quand je me suis arrêté, j'ai repris de plus belle. En fait, 3 semaines plus tard, j'étais dans d'autres trucs. Et puis la vie a fait que j'étais très heureux. Je me suis éclaté dans ces projets-là. L'humour est passé un peu, et l'envie du one-man show. Sans doute parce que j'avais peut-être pas les armes, peur, j'en sais rien, peu importe là. Mais du coup, je l'ai pas fait. Et c'est seulement après 2-3 ans encore où j'ai commencé à tourner avec ces projets-là que je me suis dit, bah, j'ai envie d'écrire mon 2e spectacle. Et alors moi, comme je suis un peu dingue, tu sais, je joue des instruments un peu particuliers. Je reviens toujours à la musique, hein. Mais quand j'ai vu des instruments que j'avais envie de jouer, je suis parti dans le pays d'où ça venait, tu vois. Et le stand-up, j'ai fait pareil en fait. C'est juste un système que j'ai construit. Quand on sait que tu as appris, que tu as été au Venezuela pour faire des maracas, on a compris. Oui, mais le truc c'est que voilà, les maracas c'est le truc comique. Mais je suis parti à Mali, au Ballet National, pour étudier les percus, pour le tama, la musique mandingue. Je suis parti au Sénégal, je suis parti au Bénin, je suis parti étudier en Italie, je suis parti étudier en Espagne, je suis parti étudier en Argentine. Chaque fois je partais dans un pays pour apprendre la culture. Je pense que voilà, si je pouvais, je partirais encore quelques mois pour travailler du yuku dans les îles, etc. Tu vois, donc voilà, c'est ma personnalité, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai eu la possibilité de le faire aussi, tu vois. Je veux dire, tout le monde n'a pas la possibilité de partir. En fait, si, tout le monde a la possibilité de partir. Hein. Moi, la plupart des voyages que j'ai faits, je les ai pas payés parce que j'ai été chercher des bourses avec le Bureau international de la jeunesse, justement. Donc en fait, si tu as moins de 35 ans, tu peux demander des bourses et on te paye ton ticket d'avion en fait, et tu te retrouves au bout du monde parce que il y a plein d'aides en fait en Belgique pour les jeunes artistes, mais beaucoup de gens ne savent pas comment on fait, et moi, ma richesse à moi, ça a été d'être éduqué là-dedans en fait, donc de savoir que c'était possible d'avoir des subventions, savoir comment faire pour en avoir, etc. Du coup, j'ai tapé genre humour Montréal. Parce que je savais c'était la mecque de l'humour là-bas, que j'ai fait genre, tu sais, après être parti en Afrique ou au Venezuela pour les maracas, j'ai fait humour Canada. Et là, je suis tombé sur École nationale de l'humour sur un site internet, avec mes grands airs de comédien qui travaille depuis 10 ans et qui est bien dans sa peau, qui a un peu trop confiance en lui. J'ai écrit un mail à la directrice de l'École de l'humour à Montréal. À Louise Richer, femme extraordinaire, qui a changé ma vie réellement, dans ce que je suis, mais on en reparlera si tu veux, j'espère que c'est pas trop confus tout ce que je te dis là. Non, mais, t'inquiète, de toute façon, je veux te parler de l'École nationale de l'humour. Ouais, on va en parler plus que, enfin tout ce que tu veux. Donc en 2013, je suis en train de faire une tournée avec une comédie musicale qui s'appelle Piano Plage, et j'en ai marre, j'ai envie de me replonger dans l'humour. J'ai donc envoyé un mail à l'École nationale de l'humour, à la directrice, en lui disant « Chère Madame Richer, je me permets de vous écrire, j'ai besoin d'une invitation officielle d'un établissement pour avoir l'obtention d'une bourse pour pouvoir venir écrire mon 2e spectacle, donc après l'effet de cercle, au Canada. » Il n'a pas fallu 24 heures pour que la directrice de l'École nationale m'envoie un mail avec une invitation officielle. Et donc j'avais juste besoin d'une invitation, mais j'étais pas invité dans l'école, j'allais pas faire des stages, j'allais pas faire de quoi. Ok.
J'avais juste un peu bidouillé, entre guillemets. Il faut faire les choses correctement, mais c'est des bourses assez faciles d'accès, et tant mieux. J'ai cette bourse, je pars au Canada pendant un mois et demi, presque 2 mois, en plein hiver. C'était mon objectif, je voulais vivre l'hiver là-bas. Et ça a été l'hiver le plus rude que j'ai eu pendant les 5 années qui vont suivre. Ok. Il a fait moins 35, le Saint-Laurent était complètement gelé, c'était extraordinaire. Et là, j'étais en semi-vacances et résidence d'écriture. Et donc, j'ai été logé dans un appart. J'ai eu que des merdes, en fait. Je suis arrivé là-bas, la personne qui devait me chercher, c'était pas la bonne. Enfin, elle m'a planté. Du coup, j'avais pas de logement. Enfin, c'était l'enfer, mais j'ai tout trouvé. J'ai bidouillé de quoi. Et après avoir vécu en Afrique, je veux dire, le Québec, c'est facile, je te jure. Même avec le froid, quoi. J'ai rencontré la directrice. J'ai pris quelques cours du soir pour voir ce que c'était, tu vois. Parce qu'à un moment, j'avais quand même la curiosité de savoir ce qu'il en était. Et les cours du soir étaient géniaux. C'était vraiment... les profs étaient sympas. J'avais Christiane Vian comme prof, c'est elle qui a écrit Un gars, une fille. C'est elle qui a créé Un gars, une fille, entre autres. Ils sont plusieurs auteurs, mais voilà, c'était un gros succès au Canada avant d'être racheté par les Français et d'être moins bien refait par les Français. Même si c'est une très bonne série, hein. C'est une très bonne série, mais c'est pas tant que c'est moins bien en fait. C'est culturellement au Québec, ça y va un peu plus, quoi. Donc c'est un peu plus trash, c'est un peu plus... Ils osent un peu plus et du coup, voilà, quand on a un peu baigné là-dedans, la version québécoise est très agréable à regarder, qui n'enlève pas le talent et le succès de la version française. J'ai capoté, comme on dit là-bas, et puis j'ai surtout eu rendez-vous avec la directrice pendant 1 heure. On a discuté de la vie et tout, et elle est extraordinaire, hein, cette femme. Elle te perce à jour comme ça, elle te regarde dans les yeux comme ça, et puis elle a tout analysé, elle a tout compris. C'est vraiment une grande dame qui a fait énormément et qui continue à faire énormément pour l'humour. Et on a parlé 1 heure donc, et ça m'a travaillé, quoi. Tu sais, j'étais au début de mon voyage, et c'est cool, une école d'humour, pas mal. Bref, le temps passe, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je fais un trip, j'écris de la merde, je prends quelques cours, et puis ça me travaille trop, il me reste 1 semaine et demie, je la rappelle. Et j'ai dit, il faut que je vous voie. Et donc là, on a reparlé 1 heure, et j'ai dit, je veux faire cette école en fait. Je veux le faire, j'ai 30 piges, mais je veux faire cette école, est-ce que c'est possible? Par contre, je peux pas venir faire l'examen d'entrée, j'ai eu une bourse pour venir ici, l'examen d'entrée se fait dans 1 mois et demi, je saurais pas, est-ce que c'est possible de le faire à distance? Heureusement, là, j'avais pris des cours du soir pendant 3 semaines entre-temps avec plusieurs profs de l'école qui font partie du jury d'examen d'entrée. Et puis j'ai expliqué mon cas, j'ai expliqué ma carrière en tant que musicien, ma carrière en tant que comédien, et ils ont dit, écoute, on va faire une exception, on va essayer de te faire un examen à distance. Ce qu'ils avaient, je pense, jamais fait. Ils ont pas peur de tester des trucs, hein. Je sais qu'ils ne le referont probablement plus trop, parce que c'est un peu chaud. Tu fais un examen d'entrée, ça doit être la même chose pour tout le monde. Donc j'ai eu de la chance, j'ai eu cette porte ouverte et je l'ai prise. Donc du coup, j'ai présenté les examens d'entrée. Il y a 2 études, hein. Il y a écriture Et création. Et création humoristique, exactement. Mais je sais, mais j'ai le lien de l'École nationale de l'humour dans mes favoris. Hein. Donc, ben voilà. je connais très bien le site. Et souvent, je m'interroge si je vais m'inscrire une fois ou pas. Comme ça, je t'en ai déjà parlé. T'as quel âge, Régis? J'ai 27. Ben vas-y, fonce. Il faut faire cette école. Ce qui est génial en fait, qu'après c'est ma vision, mais le one-man show, c'est quelque chose d'assez individualiste, assez centré sur soi-même. C'est un gros travail sur soi en fait, de pouvoir faire rire. Moi j'aime pas trop la branche art-thérapie ou des trucs comme ça. Je pense que l'art peut développer et faire beaucoup de choses, mais voilà, tu fais pas une psychanalyse parce que tu fais du stand-up, mais il faut être en accord avec soi-même. C'est toi quoi. C'est vraiment un travail. Honnête, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense. Je pense aussi. Je pense que c'est une clé pour ça en fait. Ça a été une clé pour moi, ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Hein. J'ai plein de questions pour l'école parce que je suis trop intéressé. Mais c'était comment ton premier jour à l'école? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu étais excité? Comment tu étais? Moi j'avais 30 ans, donc c'est comme toi, tu vois, si tu vas, t'auras pas 18 ans, tu te cherches pas, tu sais comment tu t'appelles, tu sais ce que tu veux, t'as les objectifs, tu vois. Je trouve que le plus rude en fait, c'est l'immigration, c'est les papiers d'immigration, c'est trouver un numéro d'assurance sociale, c'est tous ces trucs-là. C'est tout ce que j'ai fait la semaine avant de rentrer vraiment à l'école. Après l'école, c'est cool, c'est très très cool. Après, moi j'ai pas réalisé à quel point cette école était prestigieuse avant d'y être.
entre guillemets prestigieuse. Il faut pas s'emballer, ça reste une école, c'est des étudiants et de là sortira des stars et de là sortira des gens qui feront des carrières toutes belles sans pour autant que tu sois connu ou pas. Il y a plein de chemins possibles. Mais par contre, là où c'était amusant, c'est que j'avais des profs qui étaient des gens très connus là-bas ou reconnus. Mais moi, je les connaissais pas. Donc, moi, j'étais pas, tu sais, je veux dire, voilà, imagine, tu te retrouves devant Gad. Mais tu sais pas qui c'est. Je veux dire, t'es turc, tu débarques à Paris et tu te retrouves au restaurant avec Gad Elmaleh, pour toi c'est un type quoi, c'est un gars quoi. Ouais, alors que moi je m'évanouis. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Donc il y a un truc où en fait j'ai pas été intimidé par des gens que j'ai eu comme prof et puis après j'ai découvert qui c'était et j'ai fait genre ah putain en fait impressionnant. Et est-ce qu'à l'école t'avais déjà ce mix entre musicien humoriste? Parce que pour le moment, dans ton spectacle qui s'appelle Mauvais Choix, tu joues au moins 7 instruments pendant la durée du spectacle, c'est ça? Ouais. Et c'est vraiment une partie intégrante de ton spectacle. Est-ce que ça a été déjà à ce moment-là où l'école n'était pas trop? Pas du tout. En fait, j'ai morflé, j'en ai pris plein la gueule à l'école. Parce que moi je suis arrivé avec mon CV. Je suis jamais arrivé en classe en disant moi je sais. Tu vois, j'avais même des cours de théâtre et des trucs comme ça. J'ai fermé bien ma gueule. La moitié des gens savaient pas que j'avais fait le conservatoire de théâtre avant. Oui, j'avais dû le dire, mais tu sais, peu importe, on s'en fout quoi, tu vois. Donc j'ai joué le jeu d'être un élève modèle, ce que j'avais jamais été avant. Par contre, j'avais un bagage et mon bagage a été un problème pendant tout un temps parce que j'étais acteur de théâtre, donc j'avais une habitude de la scène. J'avais l'habitude des textes, j'avais l'habitude de prendre la place, de parler fort, de jouer, d'interpréter. Et à un moment, c'est de dire mais arrête de faire des personnages de théâtre, fais des blagues, écris. Ou arrête de faire de la musique, écris. C'était un long chemin. Moi, quand je suis revenu de Montréal en Belgique, je voulais pas faire de musique dans mon spectacle. Parce que c'est ce qu'on m'a dit à l'école beaucoup. On m'a dit fais des blagues. Et c'était un passage qui était vraiment intéressant. Maintenant, moi, mon spectacle, c'est pas du stand-up. C'est un spectacle d'humour, c'est un one-man show, c'est un show tout court. Et il m'a fallu 2 ans ou 3 ans pour accepter que moi, c'est la musique et l'humour. Et voilà, et c'est compliqué parce que c'est déjà compliqué d'être un humoriste en Belgique ou de faire du stand-up et de gagner sa vie. Mais alors quand tu sors des cases, et j'ai de la chance parce que j'ai jamais été dans les cases, même dans mes autres projets, de par les choix de mes instruments ou de par rapport à mes décisions. Ça a été un chemin assez compliqué d'accepter que j'étais tout ça. Soit que j'étais tout à moitié ou que j'étais tout ça, que là c'est l'angle de vue, tu prends celui que tu veux, tu vois. Okay. Il fait tout bien ou il fait tout mal, ça c'est des points de vue qu'on peut avoir, mais du coup ouais, ça a été compliqué. Mais sur la fin de mon cursus à Montréal, j'ai compris déjà qu'il y avait un mix. Je faisais un numéro sur la musique et voilà, parce que ça me définit. On peut pas parler de toi sans parler de musique. Non, voilà, et moi le premier en fait. Longtemps j'ai cru que je pouvais juste en parler sans en faire pendant le spectacle d'humour dans Mauvais Choix. Et puis ma manageuse, Catherine Layon, mon équipe en France, F2F, m'ont bien fait comprendre que c'était ce qui me rendait unique. Et en fait c'est ridicule parce qu'il y a plein d'humoristes qui gratouillent un petit peu un instrument et qui font une chanson d'humour. Moi je suis musicien pro entre guillemets. C'est très prétentieux de dire ça, j'aime pas en fait, mais en tout cas j'en ai fait mon métier, la percussion. C'est con de pas l'exploiter quoi. Alors est-ce que tous mes spectacles ça sera de la musique et des trucs comme ça, j'en sais rien. Je pense que j'aimerais bien faire un spectacle de stand-up pur, voilà, et ce sera peut-être moins bon d'ailleurs. On verra. À l'école, c'est comment est l'ambiance? Est-ce que c'est compétition entre les différents membres de la classe ou est-ce que c'est plutôt une relation d'entraide, de partage? Bien sûr, il y a parfois de la comparaison et bien sûr quand t'as quelqu'un, tu sais, on présente un numéro par semaine. Oui, et quand t'as quelqu'un tous les vendredis, exactement, ouais. C'est le stress, hein. Le vendredi, tu présentes un numéro devant 10 personnes et c'est 10 humoristes et qui sont dans le même état, qui pensent pas à t'écouter parce qu'ils sont pas encore passés et qui sont aussi stressés que toi. Donc, c'est chaud, mais on est tous dans la même galère. Donc, non, c'est le milieu d'humoristes québécois, il est très cool, je trouve. Humainement, okay. Il est cool. Et bien sûr, il y a des animosités, mais comme dans tous les milieux, quoi. Non, j'ai oublié ta question. Je pense que j'ai un demi-cerveau.
Non, mais c'était comment était l'ambiance en classe. L'ambiance est cool, il y a pas mal de fraternité, je trouve. Après, voilà, hein, on est dans le paroxysme de l'individualisme nord-américain aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est une société un petit peu plus individualiste que la nôtre. Et dans le stand-up, et dans une école de stand-up, ton objectif est d'être seul sur scène. Enfin, donc, spécialement, le milieu le plus altruiste non plus, tu vois. Il faut relativiser, mais c'est pas des mauvaises personnes, quoi. Ça, c'est clair. Ok, mais il y a quand même un peu ce truc de je veux être le meilleur qui ressort. Oui, mais bien sûr, mais ça, dès que t'es passionné et dès que tu veux faire quelque chose à fond, ben, t'as envie de te sentir unique. Je pense que ouais, c'est légitime. Est-ce que tu as gardé des contacts avec les ressortissants de ton année? Oui, les ressortissants. Ouais, à fond. Parce que moi, je connaissais juste, j'ai été voir ton année, quoi, et je connaissais juste Charles Pellerin, que j'avais vu en route vers mon premier gala. Ouais, Charles, ça marche bien pour lui. Lui, il est en train d'exploser, il va avoir son premier one-man show dans 1 an ou 2, là. Le système est pas le même, hein. L'industrie n'est pas du tout la même en Europe et au Québec. Quand tu dis que tu fais ton premier one-man show au Québec, t'es déjà rendu big, quoi. T'es déjà une star, quoi. Entre guillemets. Ça veut pas dire que tu vas faire une carrière toute ta vie, mais déjà, quand tu fais ton premier one, tu le fais ne fût-ce que la petite salle du Saint-Denis, je crois que c'est 800 places, tu vois, pour la première de ton premier one-man show. Mais tu l'as rodé pendant 1 an, pendant 2 ans, d'abord, dans des plus petites salles, à des petits prix, et puis voilà. Entre-temps, comme tu dis, tu fais des télés, tu fais des galas, et puis t'as une boîte qui t'aide à te faire connaître, et voilà. Donc il y a Charles Pellerin, il y a Alexandre Forêt aussi qui était dans ma classe. J'irai voir. Il est extraordinaire. Donc ça c'est une des pépites qui arrive après. Il y a Coco Bellivo aussi, je pense que ça se passe bien. Je dirais que ça met en moyenne entre 4 et 8 ans après une sortie d'école pour que les gens explosent. T'as des cas incroyables, hein. T'as Romane Frécinet. Romane Frécinet, ouais. Rosalie Vaillancourt. Rosalie Vaillancourt. Tu vois, ça c'est des explosions, quoi. Et ils sont sortis de l'école à 22 ans et à 25 ans, ils remplissent l'Olympia, quoi, tu vois. C'est exceptionnel. Et c'est formidable, et c'est juste incroyable. Après, il y a beaucoup de travail. Pas le même. Je pense que c'est pas du tout la même manière de travailler. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr, entre Romane et Rosalie, qui se connaissent très bien d'ailleurs, hein. Mais c'était dans la même année. Ouais, tout à fait. Ils sont très amis. En tout cas, ils l'étaient à l'époque, donc je pense que ça doit continuer. Et ouais, non, c'est des bosseurs, hein, ces gens-là. C'est des vrais bosseurs. Ouais, Romane Frécinet, dans tous les podcasts, les interviews et tout ce que j'ai écouté sur lui parce que j'adore, tout le monde le définit comme un bosseur. Allez, il fait que ça. Il écrit tout en permanence, des heures. Même Rosalie Vaillancourt, dans un podcast, disait que ça l'avait surpris à l'école. Ah bah ouais, non, ça n'a aucun sens. Ce type écrit tout le temps. Du coup, elle s'est dit, il faut que je bosse autant. C'est ce qu'elle avait dit dans un podcast. Elle s'est dit, c'est pas normal, il bosse beaucoup trop que moi, il faut... Allez. Ouais. Mais je pense que Rosalie, elle a des auteurs encore. Tu vois, je pense pas. Elle travaille avec des auteurs. Après, c'est pas grave hein, d'avoir des auteurs. C'est se connaître en fait. C'est ça qui est important. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce métier où tu dis, j'arrive à un endroit où j'ai besoin de composer la musique de mon spectacle parce que c'est ce que je suis en fait. Tu sais, c'est bien de mettre une intro avec Bruno Mars ou avec Queen et que ça claque et que tu fais juste, ouais, c'est chouette, tout le monde va taper des mains, mais oui, mais c'est pas moi. Quand je dis c'est pas moi, c'est pas genre, c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est pas bien. Non, c'est pas ce que je suis au plus profond de moi-même. Tu veux que ça te représente au maximum. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que l'école t'a vraiment apporté que tu n'aurais peut-être pas su trouver tout seul? La paix intérieure. La paix intérieure, carrément. Non, mais après, je trouve ça toujours compliqué. Ah, c'est pas une question toujours facile. Compliqué. Non, mais si, ce qui est compliqué, c'est la légitimité dans ce métier. Je pense que de moi à moi-même, pas par rapport, j'ai rien à prouver aux autres, mais de moi par rapport à moi-même, ça m'a permis d'accepter, de dire, oui, je suis humoriste. Ça m'a donné cette légitimité-là. Et déjà, ça, c'est énorme. C'est énorme. Parce que c'est toujours dur. Tu fais quoi dans la vie? Je suis humoriste. Ouais, mais tu fais quoi? Tu joues ton spectacle? Non. T'es en radio? Non. Tu fais des chroniques télé? Non. T'es pas humoriste. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Il y a un truc, et puis tu dis, pour moi, c'était une victoire. Après, ça, c'est dans mon parcours à moi, personnel. D'un point de vue pratique, théorique, ce qui est génial avec une formation, c'est que généralement, on gagne du temps. Alors, on pourrait croire qu'une école comme une école d'art, souvent on entend des gens qui parlent d'une autre école, ou l'école qu'ils n'ont pas faite, ou l'école rivale,
T'entends souvent qu'ils disent ouais, mais cette école-là, elle te met dans une case, elle forme les gens. Ça, c'est des trucs d'étudiants frustrés, quoi. Il y a un moment où c'est pas un passage obligé, l'école. Ça, c'est une certitude. Mais parfois, c'est chouette parce que c'est des lieux où tu peux faire des rencontres artistiques, de partenariats, de partenaires. Tu vois, tu prends Rosalie et Roman, ils se sont rencontrés à l'école et voilà, c'est des trucs qui peuvent se renforcer. Ça te renforce, ça te construit, ça t'aide. Voilà, et puis tu peux aussi y croiser des guides. Voilà, là en l'occurrence pour moi ça a été deux femmes extraordinaires. Il y a Louise Richer qui était la directrice et qui l'est toujours, et Chantal Lamarre pour moi qui a été ma metteur en scène en show de sortie. Et voilà, c'est des gens qui ont des expériences incroyables et qui tout à coup peuvent être des guides. Tu sais, on est préformaté. Hein. On dit toujours tu nais dans un milieu, tu nais dans de la classe moyenne dans tel pays d'Europe. Ton profil va faire que tu vas faire l'université, que tu vas t'en sortir, la seule chose qui peut vraiment te faire éclater ta trajectoire, c'est des rencontres. Moi, ça fait partie des rencontres qui ont vraiment changé ma manière de voir l'art, de voir qui j'étais et de voir comment je travaillais sur scène avec des gens. Tu vois, la mise en scène avec Chantal Lamarre, qui est une humoriste, mais qui travaille surtout en télé, chroniqueuse. Elle travaille dans une émission télé qui s'appelle Infoman, qui est géniale. Il y a un petit côté, le petit journal de Canal+ de l'époque. Cette personne m'a vraiment montré qu'il était possible de travailler avec une grande exigence, avec beaucoup de douceur. Et qu'en fait, la douceur est parfois encore plus dur que le reste, mais que voilà, tu vois, quand je travaille avec Cécile Djonga, la mise en scène, on est devenus très amis, mais à aucun moment je m'énerverais sur elle, ou tu vois, tu sais, que t'as des metteurs en scène comme ça qui font mais non, mais c'est pas bon, c'est pas bien. Je fais ça ne sert à rien en fait. Et donc tout ça m'a été apporté par mes rencontres et que j'ai faites à l'école. Après, d'un point de vue pratique, théorique, oui, l'écriture, les cours d'écriture, et tu gagnes un temps précieux. Parce que t'as pas besoin de faire l'école pour savoir que la phrase que t'as dit là, elle est drôle. Mais par contre, ça te permet de savoir pourquoi ta construction est correcte. En fait, tu prends 3 balles, tu vas apprendre à jongler dans ta cuisine, tu vas regarder quelqu'un qui jongle, t'es pas débile, tu sais que tu vas y arriver, mais ça va peut-être te mettre 6 heures ou 10 heures ou 15 heures ou 20 heures. Si t'as un prof à côté qui te corrige et qui fait non, ton mouvement est pas bon, respire, fais ça, tu vas apprendre 3 fois plus vite en fait. C'est un gain de temps et surtout, c'est un lieu que je défends beaucoup. C'est pas pour rien que je fais venir les Québécois chaque année ici et que je continue à avoir des liens très forts avec l'école. C'est parce que c'est un lieu très riche culturellement par rapport à ce milieu-là. Ça fait 30 ans que ça existe, il y a 30 ans d'histoire. Et rien que ça, c'est déjà énorme en fait. Parce que donc, avec des hauts et des bas, avec des artistes incroyables, avec des gens qu'on a complètement oubliés. Mais surtout, il y a une pédagogie. Donc oui, on apprend énormément, tu vois. Après, c'est pas obligé. Regarde, Guillermo Guise, il n'a pas fait l'école, mais oui, bon, voilà. Il y en a plein dans les deux camps, même au Québec, où c'est très reconnu. Quand tu cites quelques noms qui sont sortis de l'école nationale, tu te dis waouh, quand même. Ah ouais, ils ont un beau parcours. Il y a du Mike Ward, il y a du Martin Matt, Roman Fressinet, il y en a plein. Ouais, à fond. Louis-José Houd, Laurent Paquin, François Bellefeuille, il me semble Stéphane Fallu, Adib Al-Khalidé. Oui, Adib. Il y en a plein. Ouais, il y en a 1 sur 2 quand même qui est sorti, donc on va pas se mentir, c'est un beau palmarès. Et ce qui est génial, c'est que ceux qui ne l'ont pas fait côtoient énormément ceux qui l'ont fait aussi, et du coup le savoir se transmet. J'aime bien cette idée de le savoir, ça se partage, donc on n'est pas obligé de faire l'école, et puis c'est ça qui est chouette en fait, c'est que ça, en fait, le bénéfice de l'école, c'est que ça a professionnalisé cet art-là, quoi. Apparemment, quand tu vas jouer au Québec, tu te dis c'est tellement mieux fait, enfin plus assumé, les gens le considèrent vraiment comme un art. C'est ce que disait Bilou Benoît Delabille il y a 2 épisodes. Il disait que quand il est allé, c'était très reconnu, il était payé, c'était normal qu'il soit payé parce que c'est un art, parce qu'il a fait un travail, il a écrit. C'est plus reconnu dans ce sens-là, plus professionnel. Bien sûr, c'est plus reconnu, et puis il y a une industrie surtout. Il n'y a pas vraiment une industrie de l'humour en Belgique. Je veux dire que tu as OD Live qui fait venir des stars françaises, qui commencent petit à petit. Là, je sais que j'ai cru comprendre qu'ils allaient produire des Belges aussi. Ils produisent des Belges aussi. Moins, quoi. Ils prennent pas de risques et c'est normal. On a quelques festivals, tous des festivals qui sont bénévoles. Tu prends le festival de Rire de Rochefort, c'est des bénévoles. Tu prends le festival de Rire de Bastogne, c'est des bénévoles. Je t'assure qu'au festival à Montréal, il y a des bénévoles parce que c'est tellement grand qu'il faut des étudiants dans l'humour qui sont bénévoles.
qui soient bénévoles. Mais sinon, je peux t'assurer qu'ils gagnent leur vie derrière, hein, là-bas. Et c'est possible. Après, c'est pas la même culture, donc je pense que ça doit évoluer ici, mais ça doit évoluer à notre façon aussi. Et ça se fait, je pense, petit à petit. Ouais, je pense, ça progresse. Il y a quelques années, tu parlais de stand-up, personne ne savait c'était quoi, sauf ceux qui étaient vraiment intéressés par l'humour et tout ça. Maintenant, il y a quand même plus de gens qui savent de quoi tu parles. Oui, c'est ça. Après, le stand-up, enfin, voilà, j'en parlais avec PE aussi. Est-ce que voilà, on avait le one-man show, on avait des artistes connus, quoi. Tu vois, je veux dire, prends un Raymond DeVos, par exemple. Voilà, c'est daté, mais non, c'est vraiment roots, mais mais il a fait une carrière. Enfin, tu vois, il y en avait, quoi. Des one-man shows, il y en avait. C'est juste on a changé l'appellation, et je pense que comme pour la chanson, tout le monde veut être une star. Et truc aussi, tu vois, il y a aussi une société qui a évolué, qui a changé, qui fait que. Est-ce que le milieu est pour autant plus professionnel pour le moment? Je pense oui, un petit peu, mais on est encore loin du compte, quoi. Donc après, tu finis l'école en 2016, tu as la bourse d'excellence. Ouais. Et tu fais la tournée des finissants. Donc c'est une tournée à travers le Québec avec toute ta cohorte, toute ta classe. Et comment c'était cette tournée? C'est cool, hein. C'est à la fois génial, après il faut se détendre aussi, tu vois, ça reste une tournée d'école. C'est cool, c'est-à-dire que c'est cool. On fait des salles de 50 places, t'en fais une de 600, t'en fais plus des 200, 150, 200. Ce qui est très chouette, c'est qu'on joue au Comédia de Québec, on dort au Château Frontenac avec les grandes stars, et on est traité. Ça, c'est très très chouette. Puis on est entre potes. On a fait 2 ans tous ensemble. Moi, j'avais pas beaucoup de cash quand j'étais, parce qu'il fallait payer les études, le loyer et tout. C'était chaud quand même. Du coup, j'ai pas eu le temps de visiter beaucoup le Québec, donc c'était cool de pouvoir balader un peu partout dans le Québec, parce qu'on en fait des kilomètres quand même, tu vois. On est allé sur la côte nord, on a quelques jours de route, quoi, tu vois, et ça c'est cool. C'est pas non plus la grosse tournée. C'est là où c'est très marrant. Moi, j'ai avec quelques concerts et des trucs comme ça, j'ai tourné dans des hôtels 5 étoiles, tu vois. et j'ai fait des salles de 5000 places ou de 10 000 places, tu vois. Et quand tu te dis, tournée de l'école de l'humour, on dormait à 2 dans le même lit à l'hôtel, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, toute proportion gardée, oui, c'est une expérience extraordinaire. C'est une expérience extraordinaire, c'est une expérience humaine. Après, à 30 piges, être en tournée et être dans la chambre de quelqu'un d'autre à partager un lit double, franchement, sans être péteux, c'est pas sexy, quoi, tu vois. C'est-à-dire, à un moment, voilà, il arrive un âge où, voilà, quand moi, ça faisait plus de 10 ans que je tournais en tant que comédien, et j'ai pas besoin de luxe, loin de là, mais d'avoir ta chambre, tu vois, c'est bien. C'est pas que sexy, quoi, voilà. Mais bon, voilà, c'est parce que j'étais déjà un vieux con à ce moment-là, et voilà, mais sinon, c'est très cool. Donc, tu n'as vraiment pas fait l'humour pour la thune, c'est clair. Pour le luxe et... Non, je pense que... Après, j'aimerais bien que ça marche mieux, j'aimerais bien... mais voilà, moi je gagne ma vie, je fais ce que j'aime, tout va bien, quoi, tu vois. Je veux dire, je fais ce que j'aime, et a priori, je vais continuer à le faire pendant pas mal d'années, donc c'est chouette, tu vois. J'ai des objectifs, alors c'est sûr, je serais ravi de faire un Olympia comme Roman Frécinet et de le remplir en 24 heures. Je pense que c'est aussi le rêve, mais c'est pas mon objectif absolu non plus, tu vois. Mon objectif, moi ce que j'aimerais, c'est avoir des salles un peu plus facilement remplies. Donc effectivement, sans les médias, c'est compliqué. Moi, je te cache pas que je fais des blagues et du tam-tam, quoi. C'est ce que je dis, tu vois. Donc vas-y pour sortir quelque chose un peu branché là-dedans, comme ça. Mais voilà, je pense que moi, ce que je veux, c'est que mon spectacle soit béton, et l'objectif est là, quoi, tu vois. Donc ça se construit, on construit un monde, ça met du temps, ces choses-là. Après, tu décides de rentrer en Belgique. Ouais. Pourquoi ne pas rester au Québec? C'est ma question. Mais moi, à 30 ans, j'avais construit beaucoup autour de la musique ici. J'avais eu pas mal de contrats de théâtre. Quand j'étais au Québec à l'école, j'avais toujours des contrats avec la comédie musicale, où je suis revenu en Europe quelques fois, où on a joué au Cirque Royal, on a joué au Palais des Sports à Paris, on a joué à Bobino. Et donc, ouais, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, toutes les salles dont je rêve en tant qu'humoriste, je les ai déjà faites soit en tant que musicien, soit en tant que comédien. Donc tu te dis, ouais, c'est sûr, je rêverais. Et ma préférée, je pense, à Paris, c'est Bobino. Je pense que ce serait trop le rêve de jouer son one à Bobino, quoi. Tu fais juste waouh. Mais ouais, voilà, j'ai joué au Palais 12, en Belgique, tu vois, voilà, je dis pas que c'est waouh, c'est un parcours normal d'un artiste qui fait sa vie, et voilà, tu vois. Mais du coup, toutes les salles où je rêverais de jouer, je les ai déjà faites, mais pas comme humoriste. Et il y en a évidemment plein d'autres que j'aimerais faire, sûrement, mais je les connais pas, donc. Mais je te le souhaite. Écoute, on fait tout pour.
il y a juste le Covid qui nous ralentit un petit peu, mais... Un petit peu quand même, ouais. Mais donc, tu es rentré en Belgique et tu as voulu continuer dans l'humour avec tout ton bagage de l'école. Comment s'est passé ton retour? Un cauchemar. C'est un cauchemar, les claques sur claques. Tu sais, tu pars au Québec, tu te ramasses une grosse claque parce que tu arrives dans un milieu hyper pro d'humour et des gens qui ont une culture d'humour incroyable. Moi, j'arrivais avec mon bagage de musicien et de comédien, c'est bien, mais ça n'a rien à voir. Donc, je me suis fait rétamer à Montréal. Puis, je reviens de Montréal avec ma bourse d'excellence de l'École nationale de l'humour. Tout est marqué pour que tout se passe bien, tu vois, et pa! Je fais le King's The Next Prince of Comedy et je me rétame au deuxième tour. Ok. Bon, parce que j'étais fatigué, stressé, que je déteste les concours et que j'ai eu un trou de mémoire, j'ai été déstabilisé. Ça m'est jamais arrivé, mais voilà, bref, ce jour-là, en plus j'ai des copains de Montréal qui sont dans le jury et qui me disent mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais, ça fait mal à la gueule. Puis voilà, je pense que il y a eu plusieurs trucs compliqués. Puis il y a eu un concours télé que j'ai été en finale, sauf qu'il y a eu des litiges, ça a été compliqué. Donc je me suis disputé avec les rares personnes sérieuses du milieu très fort. Et puis tout ça est passé, mais tout ça a été une année d'émotions intenses. J'ai fait des concours, Bastogne, des trucs, je me suis rétamé partout, mais je savais même pas, j'étais pas inscrit à des concours. Enfin bref, ça a été très compliqué la première année de me retrouver et de retrouver du sens parce que je revenais avec des liners mode nord-américain qui fonctionnaient là-bas, et puis je me disais pourquoi ça fonctionne pas ici. Et puis il a fallu que je me retrouve en fait, c'est que je me recentre, que je trouve une direction, la mienne surtout, ma direction, et pas celle que l'école m'a donné, pas celle qu'on attendait de moi ici, mais la mienne, quoi. Et là, t'as vraiment après enchaîné les scènes. Oui, j'ai fait plein de scènes et puis il y a eu des rencontres. Il y a eu ma rencontre avec Cécile Djonga aussi, assez vite. Cécile, on s'est rencontrés 10 jours après que je sois atterri à Bruxelles. Ça a été une rencontre humaine, ça a été un coup de cœur avec Cécile. On s'est vraiment trouvés. On a fait une ou deux radios ensemble, un ou deux petits trucs. Et on est devenus très potes, en fait. Et puis, ça s'est fait naturellement que je fasse sa mise en scène, parce qu'elle avait des metteurs en scène, puis qu'elle a viré, et puis elle m'a demandé de le faire. Et depuis, on s'est plus lâché. On se voit un peu moins maintenant parce qu'on a chacun nos vies, on travaille beaucoup, elle encore plus. Et du coup voilà, mais on reste très proches. Tout à coup faire la mise en scène, tout à coup c'était crédible parce que j'avais fait l'école de l'humour, j'étais metteur en scène de formation, j'avais fait beaucoup de théâtre, j'avais déjà fait de la mise en scène. Le conservatoire, tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc tout à coup, ça a été un chouette truc. Puis on a fait un spectacle, un 30-30 à deux. Puis de là, petit à petit, tout s'est débloqué petit à petit. Tu vois, j'ai commencé à faire les concours en Belgique. J'en ai gagné quelques-uns. C'était mon point suivant. En 2018, c'est ton année parce que tu gagnes le festival de Remicourt, celui de Bastogne, celui de Herve, celui de Nandrin, celui de La Ruche. Tout ça en 2018. Herve, j'étais en finale. C'est Marie-Eglantine qui a gagné cette année-là. Ah, mais t'as eu le prix des jeunes. Ah oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Oui, ça a été mon année. Ça a été très chouette. Et en même temps, je déteste les concours. Mais je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui aime. Pas beaucoup, non. C'est dur. Ça met une compétition entre nous aussi. Oui, tout à fait. Et en même temps, il faut pas se leurrer. Je veux dire, il y a une compétition d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui travailleront et qui feront leur vie et ceux qui ne la feront pas. Toujours préférer un plateau où chacun vient faire son travail et reste intègre avec lui plutôt que de se réjouir que son pote se soit planté et que du coup tu risques d'avoir un prix derrière. Voilà, c'est pas ma manière de fonctionner. C'est dans ma vie de musicien, je suis percussionniste. Et un percussionniste, c'est quoi? T'es là pour porter le projet d'un autre. T'es là pour amplifier l'émotion que quelqu'un d'autre induit. C'est ça, être percussionniste. Et je pense que mon âme d'humoriste est la même. Le savoir, ça se partage. L'expérience, ça se partage. Et tu peux choisir de la garder pour toi, mais ça ne sera jamais riche que pour toi-même. T'es connu comme ça, enfin, tous les humoristes en Belgique, même moins connus, se connaissent tous. Et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que Étienne, c'est la personne qui va te donner des conseils sans se la péter, mais juste parce qu'il a envie de te partager du savoir, comme tu disais. Moi, c'est souvent comme ça qu'on parle de toi. On parle de toi qu'en bien, généralement. Ça cache quelque chose. Il faut toujours se méfier. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Enfin, c'est ma manière de voir le monde et de comment j'ai envie de le voir, en fait. Il y a plein de choses que je fais pas assez, tu vois, pas assez bien, mais j'ai eu la chance de voyager beaucoup. On m'a toujours tendu la main. J'ai toujours logé chez l'habitant, enfin tu vois, je suis pas non plus un babos avec mon pantalon large, mon sarouel et les trucs, mais je pense qu'il doit y avoir un peu de ça en moi.
Je veux dire, je pense qu'une main tendue, c'est jamais désagréable dans un métier qui est suffisamment difficile. Tu veux te lancer dans ce métier-là, c'est de la scène ou le métier de l'art, tu vas galérer. La vie va te faire galérer sur plein de trucs. Ça sert à rien d'en rajouter. Si on peut se marrer autour d'une bière et papoter, et se donner des conseils ou des points de vue. Après, c'est pris, c'est pas pris, on s'en fout, tu vois. Est-ce que ça vaudra ce que ça vaut, mais j'ai pas le temps de commencer à donner des coups de coude, quoi. Mais non, j'ai pas le temps. C'est bien. Avec toutes ces scènes que tu as faites dans ta vie, mais on va se limiter peut-être à l'humour, c'est quoi la meilleure scène que tu as faite? Le plus beau cadeau que j'ai eu, le festival du Rire de Bastogne pour jouer mon spectacle complet. Donc j'ai joué cette année devant 700 personnes grâce à David Martin, Catherine Layon et tous les autres, l'équipe des bénévoles là-bas. Écoute, il y a eu ça et il y a eu le festival d'Avignon. Voilà, mais c'est le plus beau cadeau parce que j'ai fait une bonne représentation, ce qui n'est pas toujours le cas. Je me suis senti bien sur scène. Il y avait Freddy Tougo qui était là à la présentation. C'est un type, si tu me dis que dans le milieu on dit de moi que je suis sympathique et généreux, c'est rien du tout à côté de ce que Freddy Tougo est. Mais lui aussi. Ce type est extraordinaire. C'était vraiment cool. Il a fait une présentation de mon spectacle génial. On était dans les coulisses et j'écrivais une vanne d'ouverture de spectacle que je voulais changer pour là-bas. Il était là. C'était juste magique. Et tout a matché. Première vanne du show. Paf, il y a toute la salle qui rit, tu dis ça y est, en fait c'est bon, et tout à coup c'était magique, j'étais sapé comme jamais. J'avais un son, putain, ce qui est génial, c'est que pour la première fois de ma vie en tant qu'humoriste, j'avais le son que je voulais comme quand j'étais musicien. J'avais des putains d'enceintes, j'avais une table avec toutes les entrées que je voulais, et ça c'est un cadeau quoi, tu fais juste parce que ça change tout mon spectacle. Tu sais, quand je vais jouer mon spectacle dans un café-théâtre, ils sont adorables, on t'accueille, c'est super, mais un gars qui fait la régie, un régisseur, pas un ingé son, justement, qui connaît peut-être très bien son métier et qui est adorable généralement, mais tu sais, il a 3 heures pour faire la régie de ton truc parce que ça coûte trop cher encore pour moi de tourner parfois avec un régisseur. Bah, du coup, tu fais juste, ouais, bah, ça sonne dégueulasse, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Donc maintenant, j'arrive avec tout mon matos. Moi, là, je suis en train de créer avec ma boîte, avec mes trucs. Je vais tout avoir sur mesure, tout. Donc, je vais arriver, j'ai un flight case, ça fera un plug and play, quoi. Mais jusqu'à présent, c'est arrivé rarement. Et la seule fois où j'ai eu tout ce que je voulais, c'était là. Il y a eu des moments magiques. Remis court, la finale, c'était super. Je me suis éclaté. D'un moment de grâce, comme ça. Tu vois, c'est ça. Tu sais, quand tout à coup ça rit à tout, que tu t'oublies, que tu sais plus ce que tu dis, après t'es sorti, c'est des petits moments de grâce. Mais c'est pour ça qu'on fait ce métier, je pense. Tu vois, c'est pas... Ah, mais j'y étais, donc... Ah, ben voilà. Je suis un fan, hein. Toutes les personnes que j'invite, c'est que des gens qui me font rire et que j'adore ce qu'ils font. Pleurer de rire au moment de ta copine qui fait du crossfit. Oui, tout à fait. Ah, j'en pleurais. En plus, je fais du crossfit, du coup, ça me faisait rire encore plus. Ben, je fais plus ce numéro, mais oui. Tu le fais plus? Ah, dommage. Je l'ai viré du spectacle, j'aimais beaucoup ce numéro. On va redescendre un petit peu. Après ta meilleure scène, c'est quoi ta pire scène? Écoute, là, il y en a une chier. Mais si tu dois choisir vraiment la pire, j'ai dit la pire scène, c'est ça qui est arrivé dans ta tête tout de suite. Les conditions, ou alors ça ne s'est pas bien passé Il y en a un, je pense que... Tu sais, j'ai eu la chance de jouer mon spectacle sur un bateau de croisière et j'ai rencontré plein de gens formidables. Et il y a un gars, un ami des frères Taloche, un ami qui était sur le bateau, un ami de l'organisateur des tournées et tout ça. Je sais plus exactement. Il manage un club de basket dans le Hainaut. Et pour la fête annuelle, il a voulu mon spectacle. Et le type, il est super, hein. Il est adorable. Franchement, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a fait monter une scène. J'ai envoyé ma fiche technique. Tout était là. Mais le fait est que j'avais des enfants au spectacle. Là, il y avait une chier de gamins. Tu sais, après 2 minutes, je me branle avec une maracas, tu vois. Mon spectacle est pas ultra vulgaire, mais à l'époque, je faisais encore le sketch sur Serena Williams, tu vois, enfin sur ma copine qui est physiquement plus forte que moi, de CrossFit, et donc il y avait des histoires de cul là-dedans. Et donc tu fais juste, ah putain, quoi. Il y avait, mais au premier rang, il y avait 25 gamins assis par terre, quoi, tu vois. Il y avait que des gamins. Donc tu sais, ouais, mais je vais pas changer mon spectacle. Il a acheté le spectacle, il m'a dit, je veux que tu fasses le spectacle. C'était dans un lieu magnifique, mais c'est un lieu magnifique pour faire une fête de famille, quoi. Donc il y avait des tables rondes et des trucs, ça résonnait partout. Ça a parlé. En fait, les gens n'en avaient rien à foutre. Et soit ils étaient choqués, soit ils étaient là. Et il y avait 2 tements. Je vais être très honnête. Là, je suis content d'avoir le métier, l'expérience et les dates parce que je pense que dans la plupart de mes copains de stand-up, et ils auraient eu raison de le faire, ils se seraient arrêtés après 10 minutes. Mais j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai fait
J'ai dit mon texte, mais comme, je te jure, c'était une italienne, quoi. Tac, 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 tac. C'est bon, c'est bien, c'est fini. Et chaque minute, je pensais au cash parce que j'en avais besoin pour produire Avignon. Je suis resté très ami avec lui et je lui ai jamais dit à quel point ça a été douloureux parce que voilà, s'il regardera le podcast, il le saura. Mais ça, c'était la pire. C'était un cauchemar, quoi. Franchement, là, je me suis dit, ma vie, c'est de la merde, quoi. Bah, c'est généralement ce que tu te dis quand tu fais un bid. Hein. C'est pas je suis le meilleur, c'est clair. Ouais, non, ça c'est clair. Putain, mais c'était un cauchemar. Un cauchemar. On en a tous une. J'adore poser cette question et en même temps, ça fait mal de revenir là-dessus. Ouais, putain. Maintenant, tu fais de la radio comme chroniqueur sur Vivacité dans la récré de midi. Ouais, et là je panique très fort avec le Covid parce que la moitié de mes auditeurs sont en train de mourir. Le public de Vivacité. Ouais, putain. Tu as toujours eu envie de faire de la radio ? Ouais, toujours, je sais pas, mais c'est un médium que j'adore, quoi. C'est un truc, ouais, j'ai toujours voulu, je pense. Enfin, depuis longtemps. En fait, quand le What the Fun avait proposé à certains de ses humoristes de faire des chroniques, j'ai fait moi. Là, ça m'arrive très rarement, mais là, j'ai un peu donné des coups de coude, quoi. Là, j'ai un peu dit, putain, je veux, et j'ai demandé à l'équipe, s'il y a des remplaçants, c'est pas payé, je m'en fous, je le fais, je veux apprendre ce métier-là, et je vais pas te mentir, à l'école, on avait eu des cours de chronique, et c'est clairement pas le cours où j'étais le plus fort. Vraiment pas, c'est quelque chose qui est difficile, je trouve. Je trouve aussi. Voilà, ça s'apprend, comme tout, ça s'apprend. T'apprends pas à être drôle, hein, mais ça s'apprend de développer ton style, ton écriture. Et je remets en question beaucoup, là, et du coup, ouais, c'est un vrai bonheur. J'adore ça. Je pue le bonheur. Bah, génial. Bah, c'est super parce que du coup, tu peux continuer à le faire pendant cette période. Ouais. Mais c'est marrant que ça te plaise autant alors que tu es vraiment quelqu'un qui aime parler au public, interagir avec lui. Là, t'as pas l'occasion de le faire. Non, bien sûr que non, mais je suis surtout quelqu'un qui aime beaucoup de choses. Tu sais, quand je travaille pour Cécile, ça m'arrive de corriger une vanne d'un de ses auteurs ou une de Cécile. J'ai pas besoin de mettre ça en grand. Je pense que ça fait partie du travail de metteur en scène, surtout dans le one, parce qu'un metteur en scène, ça veut dire quoi dans le one man show? Ça veut dire que t'es coach, t'es partenaire de travail. Mais tu travailles derrière, tu travailles dans l'ombre et c'est ton rôle. Si ça te pose un problème, il faut pas faire ce métier-là. Moi, j'adore ça. J'aime cette position-là. Quand t'es à la radio, c'est un défi qui est très chouette pour moi, c'est d'être dans une équipe. L'équipe de la récré du midi, elle est super. Je veux pas faire de la lèche, mais c'est une équipe très humaine. Et je pense que c'est un milieu où c'est pas toujours le cas. Donc je suis vraiment heureux et j'ai l'impression de me sentir intégré bien dans cette équipe et c'est cool. Et encore, je suis un outsider là-dedans. Tu vois, je veux dire, t'as des gens qui sont connus de la télé, t'as une présentatrice qui est connue, t'as Martin Charlier qui est connu du Grand Cactus, et il y a moi. Voilà. Et c'est pas grave. Tu vois, je veux dire, j'ai du fun, mais je fais mon taf. Du coup, parfois, il me semble que je dois travailler fort pour pouvoir garder cette place et avoir cette place. On verra combien de temps ça durera, mais pour le moment, je m'éclate beaucoup. C'est génial. Ouais. Et voilà. Mais comme tu dis, effectivement, mais c'est autre chose, quoi. On n'est pas dans le rapport émotionnel direct d'une scène, mais c'est autre chose. Mais ça fait grandir pareil, hein. Bah ouais. Mais je sais que c'est un exercice différent. Enfin, moi, je le fais pas en radio, mais je fais des chroniques sur le podcast. Et je trouve ça très, très dur, mais parce que j'ai pas de retour, en fait. Ouais, mais c'est ça qui est hyper dur, quoi. Quand tu dis ça, putain, t'es seul devant ta caméra, mais c'est Guillaume, quoi. Oui, du mal avec ça. Enfin, pour le moment, je sais qu'il faut que je m'accroche parce que c'est en travaillant dur que ça devient bon. Mais c'est un exercice complètement différent, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, je suis content, mais j'ai l'impression, tu vois, ça va faire 1 an et demi maintenant que je fais les chroniques. Peu de gens le savent parce que sur Vivacité, on n'a pas de site internet vraiment où ils rediffusent. Là, maintenant, je recommence à diffuser moi-même, mais c'est moi qui fais les découpes d'images et des trucs comme ça. Ouais, mais faire une pub ici avec le podcast. Mais à fond, écoute, j'espère. 1 an et demi que je fais des chroniques, je commence à être fier de certaines chroniques. C'est pas pour rien que maintenant je les mets sur internet et tout ça. Après, on n'aime pas, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Avant, je le faisais pas parce que ça se faisait pas automatiquement par ma boîte. Du coup, voilà, il m'a fallu 1 an et demi, mais ça, c'est mon rythme, hein, c'est mon chemin. Et voilà, certains diront que c'est bien, d'autres pas. On peut pas plaire à tout le monde. De toute façon, en humour, c'est tellement subjectif que tu pourras pas plaire à tout le monde. C'est clair. Alors pour le moment, tu te consacres à fond à ton spectacle Mauvais Choix. Tu tournes en Belgique, en France, en Suisse, hors coronavirus, bien entendu. Tu as même joué ton spectacle en espagnol, il me semble. Alors non, il est traduit et ça s'appelle Mala Decisión. Ça fait partie de mes envies parce que j'ai eu la chance de jouer au théâtre quelques fois en Espagne, partout en Espagne en fait. Je rêve de pouvoir jouer en tout cas un 15 minutes ou un 25 ou un 30 pour commencer du one en espagnol. Mais
On peut pas tout faire en même temps, malgré que la traduction a été faite assez vite et elle va devoir avoir des corrections et tout ça. Ça se fera, mais ça se fera quand je pourrai. Parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai beaucoup d'amis en Espagne, des musiciens et des artistes et d'autres. Et du coup, voilà, ça se fera. Ça fait partie des envies. Bah c'est chouette. J'espère jouer un jour en anglais, moi. Mais ouais. Mais moi, j'aurais bien aimé, mais j'ai capitulé. L'anglais, c'est pas fait pour moi, donc. Moi, je suis prof d'anglais, donc il y a déjà une. Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, il faut pas attendre, quoi. Faut aller à Montréal faire l'école, hein. C'est ça. Continue à me faire hésiter. Est-ce que tu penses continuer avec ton spectacle encore 1 ou 2 ans, ou tu prépares déjà le suivant? Comment ça se passe dans ta tête? J'espérais faire le festival d'Avignon qui est annulé et tourner 2 ans avec le spectacle. Donc là, je vais faire le festival en 2021 en espérant qu'il se fasse et tourner 2 ans après encore avec celui-là. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a plus de création, il y a les chroniques pour le moment. J'ai des envies, mais pour le moment, tu sais, il y a un moment, tu bosses comme un taré sur un spectacle, t'as envie qu'il tourne. Que tout le monde l'ait vu, quoi. Ben ouais, c'est ça, ou du moins que tu l'aies joué 150, 180 fois avant de dire que bon ben voilà, on passe à autre chose. Après, j'ai pas envie de traîner le même spectacle tout le temps, mais c'est vrai que entre maintenant et il y a 2 ans, au début de l'écriture réelle de ce spectacle, il y a plein de choses qui n'ont plus rien à voir, quoi. Alors là, maintenant, il bougera plus trop, encore que. Mais voilà, je commence à en être fier. Je commence seulement à en être fier. Je voulais un peu savoir comment t'écrivais, en fait. Est-ce que tu es du genre à écrire des petites notes et après à te mettre sur ton bureau et écrire pendant des heures, ou alors tu écris un petit peu tous les jours? Comment ça se passe? Moi, j'écris à la deadline. J'ai un petit souci pour ça, c'est que voilà, ce qui est bien, c'est que comme j'ai 2 chroniques semaine, par exemple, vu les budgets, par exemple, qu'on me paye et le salaire qu'on me donne, je travaille 5 heures d'écriture par chronique, pas plus. Ce qui n'est pas énorme. Il y a des gens qui font une chronique par semaine et du coup ils la préparent toute la semaine et effectivement c'est une vision. La vision, c'est que je me suis dit comme j'ai une chronique le lundi et une le mercredi, je pourrais travailler une semaine sur une chronique et 48 heures sur l'autre, tu vois, mais ça serait très déséquilibré. Donc je me suis dit ben voilà, je développe ma créativité au niveau de la thématique et tout ça assez tôt dans la semaine, dans la mesure du possible, mais j'écris le jour même au matin et la veille au soir. Alors bien sûr, quand j'ai fait ma chronique, il y a des fois où je rentre chez moi et je fais « Ah, le punch était mal fait, j'aurais dû le mettre là, j'aurais dû faire une surenchère, c'était logique. » Ben oui, c'est comme un bon passage ou un mauvais passage de stand-up. Une fois que tu l'as fait, tu sais ce que tu vas devoir changer et ainsi de suite en fur et à mesure. Mais donc ça, moi j'ai gardé ça comme écriture. C'est quand même 2 chroniques par semaine. Depuis septembre, je dois être à une 40aine de chroniques. C'est pas mal quand même. C'est pas mal à fond. J'ai 3 pages. J'écris entre 500 et 700 mots. Donc ça fait pas mal d'écriture sur l'année là pour cette année ici. J'ai ça. Je corrige, je fais des corrections dans le spectacle cette année. Et du coup voilà, pour le moment ça c'est mon rythme d'écriture. J'écris entre 5 et 10 heures par semaine. Ce qui est pas énorme. Mais voilà, j'ai encore de la place pour faire des répétitions de musique, pour faire des concerts, pour faire des shows et vivre aussi. Par rapport à l'écriture de numéros, pour l'écriture de numéros, pareil, je fonctionne à la deadline. Mais donc, j'attends pas d'avoir une deadline. Je vais me mettre X plateau et donc j'arrive. J'ai les thématiques. C'est généralement quelque chose qui m'interpelle. Quand je suis rentré, j'étais dans la volonté du pur divertissement. Maintenant, de plus en plus, j'ai envie d'avoir un peu de fond. C'est-à-dire, je suis pas quelqu'un qui va travailler ultra régulièrement. Je vais pas travailler 3 heures par jour. Non. Je vais travailler beaucoup. Je suis un bosseur quand même. Je peux bosser à fond pendant 3 heures ou pendant 10 heures à fond sur un truc, je tourne en rond, je tourne en boucle, voilà, et puis pas pendant les 24 heures qui vont suivre, tu vois. Par rapport à ça, je suis un peu instable. Après, comme j'avais souvent des deadlines, je travaille tout le temps en fait. Et puis le travail, chez moi, le travail appelle le travail. C'est pour ça que le confinement, c'est dur. Au plus je travaille, ah ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, donc pendant 2 heures, tu vas écrire et il faut que ça sorte, quoi. Et là, je fais juste, ouais, j'ai 10 heures. Je vais d'abord regarder une petite série Netflix, là, et ouais, c'est plus difficile. Après voilà, là le temps d'accepter les changements, les annulations, les trucs, et puis on va se réinventer, quoi. Est-ce que tu es du genre à écrire au mot à mot, ou alors tu écris je vais parler de ça et j'y vais, ou alors c'est des petits points? Comment est ta feuille de texte? Alors ma feuille de texte, je suis au mot à mot. Je pense que c'est une partition de musique et qu'au plus t'es précis, au plus tu vas briller. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que même quand tu as de l'impro dans mon spectacle, alors il y a de la vraie impro dans le spectacle, mais il y a une chose que j'aime beaucoup qu'on dit des grands auteurs comme Racine ou d'autres qui écrivent en vers ou Rostand. On dit que c'est dans les carcans les plus serrés que naissent les plus belles choses. Donc dans les 12 pieds de ton vers,
tu vas pouvoir en faire sortir l'émotion la plus dingue. Mais parce que tout à coup, les grands auteurs ont sublimé les règles. Ils ont cassé toutes les règles. Ils sont au-delà de ça. Je pense exactement la même chose avec les grands humoristes. Prends un Dave Chappelle ou un truc. Il connaît tous les genres et les procédés humoristiques. Qu'est-ce que c'est qu'un renversement? Qu'est-ce que c'est qu'une analogie? Qu'est-ce que c'est qu'un rieur aveugle? Qu'est-ce que c'est qu'une règle de 3? Il maîtrise ça tellement, mais il va au-delà de ça. Les grands humoristes sont des grands auteurs avant tout. Il y a des spectacles, de plus en plus, il y a des spectacles d'improvisation. Et il y en a, et c'est formidable. J'ai un gars avec qui je m'entends, qui est un ami, Jérémy Crédville, qui fait des spectacles d'impro. C'est incroyable. Après, il n'y a rien à faire. C'est des codes. Je tourne en tant que musicien, encore avec un projet où on fait de la composition dans l'instant. C'est de l'improvisation. Il y a des codes, il y a du travail derrière. Mais ça sera jamais, pour moi, aussi abouti qu'une pièce écrite. Je pense que c'est un vrai travail intérieur. On écrit ça parce qu'on veut écrire ça. On sait l'impact que ça a. En tout cas, on rêve de savoir l'impact que ça a en tant qu'humoriste. Il y a plein d'humoristes en Belgique que j'aime beaucoup, qui sont dans du divertissement pur, dans la relève, qui font confiance à leur charisme. Alors c'est super le charisme. C'est super, mais pour moi, ça suffit pas. Alors, pour faire une carrière en télé, parfois ça suffit. Pour faire avoir de la reconnaissance sur des réseaux sociaux, parfois ça suffit. Pour être épanoui dans sa vie et faire une belle carrière, ça suffit. Mais si tu me demandes à moi, sincèrement, je préférerais toujours un auteur qui a travaillé son texte au millimètre et qui me fasse croire que c'est de l'improvisation. Qui me baise complètement, en fait. Je dis, si tu me baises, baise-moi bien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. C'est du mot à mot, mais bon, après, mon mot à mot change souvent. Il évolue avec moi, mais j'essaye quand même de temps en temps de repasser sur le texte et de dire ah ben tiens, ça maintenant c'est fini, ça marche mieux, je l'ai changé. Donc la ponctuation, c'est assez important pour moi et c'est une chanson quoi. Bah super, moi ça me rassure beaucoup d'entendre ça parce que j'écris aussi tout quand je joue et tout le monde me dit non, écris en général un point et pars sur le sujet et je suis incapable. Les deux méthodes sont bonnes. Après, la difficulté, c'est que c'est pas parce que c'est écrit que ça doit être narratif ou, enfin, je veux dire, tu sais, tu vas prendre des auteurs, là, on part dans le théâtre, par exemple. T'as des gens qui n'ont jamais écrit pour le théâtre, qui vont écrire leur première pièce. Ben, ça sera pas des mots qui se disent bien, souvent, parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas le métier. Donc, parfois, quand t'écris dans la relève des humoristes, parfois c'est très littéraire. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas parce que c'est écrit que c'est écrit pour du langage parlé. Et c'est pas parce que c'est écrit comme du langage parlé qu'il est écrit pour quelqu'un, pour toi. Je veux dire, si j'écris pour quelqu'un d'autre, il faut s'adapter au parler de l'autre. Écris tout, mais donne-moi l'impression que tout est improvisé. Et là, c'est magistral, en fait. Parce que t'as l'impression que ça sort de nulle part. Mais en fait, le mec, il a tellement bien bossé qu'il te fait oublier toutes les règles et tout le travail qu'il a fait. Et t'as l'impression que c'est facile. Tu sais, les plus grands, c'est ça. Ils font des trucs monstrueux. T'as l'impression que c'est simple. Et c'est malheureusement ce qui tronque et ce qui chamboule la tête de jeunes qui se disent, bah ouais, c'est hyper simple. Non, c'est pas simple. C'est des heures de boulot. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Roman Frécinet, par exemple, qui a un bourreau de travail. Bah, tu le vois sur scène, t'as l'impression qu'il te raconte un truc au bar, quoi. C'est sûr. C'est dingue. Déjà, à l'école, ça jasait, t'es un petit génie, ce petit gars, là-dedans, hein, je veux dire, on n'a pas tous les talents, mais ce talent-là, il l'a et il l'a bien. Maintenant, c'est l'interview name dropping, où je vais te demander à chaque fois de me donner un nom d'humoriste, homme, femme, québécois, américain, français, serbo-croate, espagnol, ce que tu veux. Ouais. Mais un seul nom à chaque fois. L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré dans ta carrière. Jérémy Crédville. C'est tout ce que j'aime en fait. C'est que c'est quelqu'un que j'admire. Je trouve qu'il a énormément de talent, mais c'est surtout c'est quelqu'un de simple. Moi, j'ai besoin de la simplicité. La première fois que je l'ai vu, j'étais dans les loges dans un festival avec lui. Lui était tête d'affiche. Moi, je faisais un concours. On s'est papoté d'une simplicité. J'aime pas trop le mot humilité parce que quelqu'un qui est humble, en fait, c'est juste quelqu'un de normal qui se comporte comme il faut. En fait, okay. Tu vois, c'est comme si on devrait. Le type, il est sympathique. Il est comme tout le monde. Ben ouais, c'est ça. Il est pas humble. Humble, c'est un mot de prétentieux en fait. Mais du coup voilà, il est cool, il est simple, reste très humain et bienveillant. Bah super. L'humoriste qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le plus? Ça pour moi c'est compliqué parce qu'il y en a plein que j'aime et tu en veux juste un. Un que j'aime énormément, c'est François Bellefeuille. Alors je peux pas dire qu'il m'a inspiré parce qu'on a rien en commun. Pour moi c'est un génie.
C'est celui qui me fait le plus rire. Pareil, de nouveau, c'est un être humain, un être altruiste formidable, je trouve. Je le connais pas personnellement, hein. Ouais, je sais qu'il était vétérinaire avant, et du coup, tu sais, t'es pas vétérinaire si t'es un trou de cul, c'est pas possible, tu vois. J'aime à penser que si tu veux protéger les animaux, tu dois être encore plus protecteur avec les êtres humains. Du moins, j'espère, tu vois. Certains diront l'inverse, mais... Mais il est génial en plus, c'est un style tellement propre à lui. Mais il est fou, mais c'est un génie. Les nouvelles, ces nouveaux spectacles, c'est une bombe atomique, ce mec. J'ai jamais vu un spectacle complet, j'ai jamais vu que des passages dans les festivals, dans les galas et tout ça, mais j'ai hâte de le voir en spectacle complet. Ouais, il m'a fait pleurer de rire. Je l'ai vu au Saint-Denis à Montréal et purée, la claque, quoi. Et sympathique, et le mec, après, il fait des photos avec tout le monde, ça n'a aucun sens. Non, très très cool. Un humoriste que tu as fait rire, toi, et c'était tellement fier de l'avoir fait rire. Est-ce que ça t'est arrivé de faire rire un collègue et tu t'es dit, je suis tellement content de l'avoir fait rire? Est-ce que je fais rire les humoristes? J'en sais rien. Écoute, comme ça, je suis très content. J'ai reçu un petit commentaire sur une chronique il y a pas longtemps de Chantal Lamarre, justement, qui travaille à la télé à Montréal. Et ouais, t'en as parlé ce jour-là, ça m'a vraiment fait ma journée parce qu'elle m'a dit c'est bon. Elle a dit t'es bon. Point d'exclamation. Et ça m'a fait ma journée ce jour-là parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'admiration et de respect et je vais même pas te mentir, j'aurais rêvé qu'elle fasse la mise en scène de mon spectacle. Mais j'ai pas l'argent pour aller faire la mise en scène de mon spectacle à Montréal ou de payer la vie d'une famille entière pendant un mois ici pour travailler. Voilà. Est-ce qu'il y a un humoriste que tu regardes tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait, dès qu'il sort quelque chose, tu sautes dessus, tu n'attends pas une seconde pour le voir Non, mais ça avec aucun artiste. J'aime pas le fanatisme en fait, en règle générale. Donc il y a des artistes, j'essaye de me tenir à la page. Parfois, il y a des périodes où pendant 5 mois, je regarde très peu. Il y a des périodes où je me fais 5-6 Netflix special. Voilà, t'as des artistes que j'aime beaucoup. J'adore Blanche Gardin pour le moment, mais ce serait mal de dire j'aime pas Blanche Gardin pour le moment, tu sais, parce que tout ce qu'elle fait pour le moment, voilà. Mais je l'aime bien, donc quand elle fait des sorties, je regarde. Mais de nouveau, de nouveau ce que j'aime chez elle, c'est son spectacle est incroyable, mais de nouveau, ça reste quelqu'un d'assez simple, d'assez humain. C'est des gens qui sont assez intègres, je trouve, et c'est ça qui me plaît le plus. Voilà. Alors un ou une humoriste qui t'a surpris dernièrement, qui t'a surpris, que tu t'es dit waouh, c'est super fort, je m'y attendais pas. Je vais rester sur Roman Frécinet. Ce qui est génial, et c'est ce qu'il a chopé, je pense, en Amérique du Nord, c'est qu'il se renouvelle tout le temps. Et il y a l'obsession de ça. Alors je sais pas si c'est nommé chez lui quand il bosse, mais je pense, on était à l'école ensemble, il était l'année avant moi, donc on s'est côtoyé un petit peu, on se croise une fois par an. Et ouais, je suis fasciné par la vélocité de son renouvellement. Un humoriste que tu trouves qu'on surestime? Il y a des trucs que je comprends pas trop, tu vois, Malik Bentala, c'est quelqu'un, enfin c'est incroyable, je pense qu'il a une vie incroyable, un parcours incroyable, mais Tu captes pas? Mais je capte pas trop. Je me dis que je suis passé à côté parce qu'il y a un tel enthousiasme. Ce mec remplit des salles tellement et je pense qu'il est sympathique, tu vois. Mais au niveau de la vanne ou de la construction, je suis pas fou, quoi. Je suis pas. Il y a beaucoup de charisme. Mais voilà. Mais de nouveau, sans connaître plus que ça, parce que mais c'est parce que j'ai vu un docu il y a pas longtemps sur lui que ouais, je me tiens à la page. Des docus et des trucs, mais voilà, voilà. Après, je lui souhaite que le meilleur et je suis sûr qu'il y a des choses très bonnes. J'ai du mal à croire que des artistes qui remplissent des grandes salles n'aient que du mauvais, tu vois. Ça, j'ai du mal à le croire. Qu'il y a des effets de mode et des trucs, j'en sais rien, mais voilà. Moi, je vais pas m'étaler là-dessus. J'aime pas trop bitcher les gens. Ouais, je le bitch pas. Hein, c'est juste, ouais, surcoté peut-être. Ouais. Est-ce que tu trouves par contre qu'il y en a un qu'on sous-estime? Tu te dis, cette personne, je comprends pas qu'elle soit pas connue par le monde entier tellement que c'est fort. Écoute, tu peux dire toi-même. Non. Alors là, franchement, non, je pense que justement, c'est il y a des chemins de vie. Je pense que tu as des artistes qui sont incroyables et qui sont bien meilleurs que certains qui sont mis au devant de la scène. Ça, c'est sûr. À mes yeux, il y en a vraiment. Et il y en a beaucoup. Mais est-ce que c'est intéressant de les nommer ou quoi? Je sais pas. Je pense que justement, c'est un métier où t'as aussi un facteur chance. Et puis t'as un facteur aussi très personnel qui est dans la personnalité de.
T'as des gens qui veulent briller et ça fait partie d'eux. Tu sais, revenant sur un Malik Bentala, je le connais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose effectivement, autant dans ses vannes ou dans son écriture, je trouve qu'on surcote, autant tu vois qu'il y a une rage, quoi. Il y a une rage de vivre et des rêves. Enfin, tu vois, donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que tout à coup, peut-être que au niveau de l'écriture et de la punchline, c'est clairement plus faible que certains, mais il y a une telle rage. Je pense à mon amie Cécile Junga, elle a une rage de réussite. Est-ce que c'est la meilleure au niveau de l'écriture, avec tout le respect et l'amour que j'ai d'amitié pour elle? Non, je crois pas que ce soit la meilleure auteure, mais si tu mixes tout, ça fait, moi en tout cas travailler avec elle, je vais te le dire, c'est de travailler avec une Formule 1. Parce que c'est complet. C'est complet. Et je pense que c'est ça. Et du coup, effectivement, il y a sans doute des gens qui sont sous-cotés, mais il y a parfois des raisons et parfois pas. Et puis parfois, t'as des gens qui sont juste pas au bon endroit au bon moment. Voilà, tu vois. En fait, maintenant tu me dis ça, il y a tous les trucs, il y en a plein qui reviennent. Des gens, je me dis ou oh, mais je vais rester là-dessus. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un spectacle que tu recommandes vraiment à tout le monde? Un spectacle que tu as regardé plusieurs fois, ou vraiment, dès que quelqu'un te parle un peu d'humour, tu te dis il faut que tu vois ce spectacle, ou est-ce qu'il y en a un en particulier? Ouais, il y a des spectacles que j'aime beaucoup. Où tu disais que tu regardais des Netflix specials, est-ce qu'il y en a un que tu te dis il faut que tu le vois? Dave Chappelle, moi j'adore, il n'y a rien à faire, je suis fan. Je suis fan, ce type est un fou. Ce type est un génie et j'aime l'intelligence en fait qu'il a derrière tout ça. Et on arrive au dernier moment où je te demande cette fois de choisir entre deux humoristes. Donc je te donne deux humoristes, tu me dis lequel tu préfères entre les deux. C'est vraiment très personnel. Ok, vas-y. Entre Martin Matt et Mike Ward. Mike Ward. Après Martin Matt, c'est un génie. Hein. Entre Gad Elmaleh et Jamel Debbouze. Gad. En fait, sans hésiter, Gad. Il m'a toujours fait plus rire. Jamel, je l'adore, mais ouais, Gad. Entre Desproges et Coluche. Desproges. Yeah. Desproges. Je peux être honnête, Coluche, je suis passé à côté. Pour moi, Coluche, je suis passé à côté, j'étais trop petit et ça a mal vieilli pour moi, tu vois. Pour moi, ça a mal vieilli, alors que Desproges, il y a des trucs qui n'ont pas mal vieilli. Moi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est très franco-français d'une France qui est très différente de nous à l'époque. Et maintenant, je trouve qu'on est beaucoup plus proche de la France. Enfin, la société est pas la même. Enfin, bref. Alors là, je vais commencer à être un peu plus salaud dans les choix. Je dois choisir entre Cécile Junga et Manon Le Pomme. Cécile Junga. Je peux dire pourquoi. Hein. C'est deux copines, toutes les deux. C'est deux personnes qui ont un talent incroyable. Là, on n'est même plus dans l'objectivité, on est dans de la subjectivité. J'ai passé tellement de temps avec Cécile et voilà, tu vois, c'est comme ma petite sœur Cécile. Donc voilà. Et Manon, c'est une très bonne amie. Du coup, c'est difficile. C'est vache en fait. Mais ouais, c'est deux personnes très différentes et que ouais, c'est juste vache en fait. Je t'emmerde. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que je l'ai fait. Mais je dis Cécile parce que ouais, on est plus proche dans le style. Dans le style, c'est plus ce que je préfère. Après, j'ai vu Manon Le Pomme sur des scènes où comment elle a démonté des publics, mais c'est hallucinant, hallucinant. Tu te dis mais c'est un ovni en fait. Bref, question suivante. T'as vu, je m'en suis sorti, j'ai bitché personne, j'ai fait du renforcement positif pour tout le monde, même s'ils en ont pas besoin. Ils en ont pas suffisamment besoin, non. Entre Roman Frécinet et Fary, mais je pense qu'on a la réponse. Là, par contre, je peux même être plus rude. Roman, pour moi, il est juste incroyable. Fary, je trouve qu'il est un peu surcoté. Ok. Moi, je l'ai vu en spectacle et j'ai adoré. J'ai vraiment pleuré de rire. Je connais pas assez, mais je te cache pas que j'ai vu un spectacle de lui, un complet et qui dure plus de 2 heures. J'en pouvais plus, quoi. Il est un peu trop égocentrique. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Il s'aime un peu trop, je trouve. Mais voilà, je le connais pas, tu vois. Peut-être ce mec est super cool. Après, ce que t'aimes souvent, tu le disais, c'était la simplicité. Lui, il est pas dans ce... Non, c'est ça. Du coup, en fait, je pense que c'est plus ça, tu vois. Peut-être que si je le connais, que je le rencontre, ça serait cool, tu vois. Mais tu vois, j'ai pas besoin d'être aussi bien sapé pour monter sur scène. C'est bien d'être sapé, mais il y a un moment où je fais ouais. Alors, plus dur à choisir entre Fanny Ruet et Dena. Dena, c'est pas une question de talent ou de truc, c'est nouveau dans les personnalités. Je m'entends bien avec les deux personnes, je pense, en tout cas. Je suis plus proche de l'humour de Dena, en fait, que de celui de Fanny, même si le 5 minutes qu'elle a fait, j'ai pas vu son spectacle complet je te le conseille. À Fanny.
Le 5 minutes où elle a fait je sais pas combien de millions de vues, c'est une tuerie ce numéro. Sur le j'étais là malaise. quand elle l'a enregistré, c'est une tuerie. Je te conseille d'aller voir le spectacle aussi. Franchement, je l'ai vu à Mons et très 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 bon. Dès que je peux, j'irai la voir, c'est sûr et certain. Entre Louis C.K. et Dave Chappelle. Dave Chappelle. Après, c'est les goûts et les couleurs. Louis C.K., bah oui, je veux dire, c'est une machine. Il est extraordinaire, mais voilà, Dave me fait plus rire. Entre Ino JP et Guillermo Guise. Guillermo Guise. Sans hésiter, mais c'est parce que Guillermo, pour moi, il est sur scène, il est bien sur scène. Ino, il se cherche encore sur scène. Ino, c'est un superbe auteur. Enfin voilà, c'est un avis. Et il y a des moments où Ino, j'ai vu péter des salles, mais ça n'a aucun sens parce que tout à coup, il a ce moment de grâce, tu vois. Et quand il a ce moment de grâce, il a une écriture tellement incroyable. C'est pour moi un des meilleurs auteurs que je connaisse. Mais il sert pas encore bien son texte souvent. Tu vois, il y a une fragilité par rapport à ça. Guillermo, c'est une machine. Mais j'en parle avec Ino, on est amis, on est vraiment amis. Donc il fera ce métier. Quoi qu'il arrive, il fait ce métier. Est-ce qu'il sera plus auteur, plus humoriste? Je sais pas encore. Moi, au jour d'aujourd'hui, je sais pas, tu vois. Ou les deux, il fera peut-être les deux. Il le fait, hein, déjà. Je veux dire, il le fait déjà. J'attends le moment où ça va exploser, en fait. Et alors le dernier, et c'est parce que j'ai pas réussi à te foutre dans la merde depuis le début, du coup, entre Raph et Rudy du What the Fun. Rudy. Voilà. Non, mais j'aime tous les deux, mais je trouve Rudy dans son écriture un peu plus fin. Est-ce que ça vaut ce que ça vaut, hein? Ça n'est jamais qu'Étienne S qui dit ça. Bah ouais, bah de toute façon, c'était pour avoir ton avis et recommander des gens que tu admires et que tu aimes bien. C'est le but du podcast. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'y avoir participé. On va faire un petit peu de pub pour toi, même si pour le moment on ne sait pas trop te voir sur scène, mais où peut-on trouver toutes les infos te concernant? Ben, j'ai un site internet, etienne-s.be. Tu peux aller sur ma page Facebook, Etienne S officiel, et mon Instagram, Etienne_S_humoriste. Et ben voilà, merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.